Bon allez, affaire Pogba, le jugement donc est tombé aujourd'hui dans le procès Pogba, tribunal de Paris, 17e arrondissement. On va d'ailleurs y filer en images. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué entre ces murs? En clair, c'est quoi cette affaire Pogba? Pogba, séquestré, racketté dans la nuit du 19 au 20 mars 2022 en région parisienne. Après cette soirée, le joueur a été menacé encore plusieurs fois. Dans le box des accusés, l'entourage du joueur, 5 amis ou connaissances, plus, vous le voyez, le frère de la star, Mathias Pogba. Un racket avec à la clé 13 millions d'euros justifiés pour un travail de sécurité, je cite, de protection rapprochée. Alors tous les accusés sont reconnus coupables aujourd'hui. On va donner toutes ces condamnations. 8 ans de prison pour Roujdan K, présenté comme le cerveau de l'affaire. 5 ans ferme pour Adam Assé. Il dort en prison ce soir, lui. 4 ans ferme pour Mamadou M. 2 ans ferme pour Boubacar C. 1 an pour Machikour K. Ces 3 personnes iront en prison, mais dans quelques semaines. On appelle ça un mandat de dépôt différé. Pour le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, c'est 1 an. En détail, c'est 3 ans de prison avec 2 avec sursis. Il effectuera sa peine à son domicile avec un bracelet électronique. En réalité, c'est 9 mois puisqu'il a fait 3 mois de prison préventive. Et puis on l'a appris en fin d'après-midi. On a appris que Mathias Pogba faisait appel, en tout cas son conseil. On va aller voir Sébastien Tarago. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Sébastien, vous avez fait un documentaire sur ce fait divers, diffusé notamment en juin, rediffusé il y a quelques semaines de ça sur la chaîne L'Équipe. Ce soir, vous étiez plutôt aujourd'hui présent au tribunal de Paris. Racontez-nous le moment clé, le moment peut-être juste, on va dire, avant l'annonce ou avant le début du procès de cette dernière journée. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Oui, en fait, c'était un petit peu long. On a cru qu'il y avait un petit problème d'extraction de Roujdan qui est en prison et pendant le procès, ça avait été un petit peu long parfois. Il y avait un peu de retard, mais en fait, c'était pas le cas parce que il était en visio conférence pour l'annonce du jugement. Mais on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de policiers. Et alors, au tout début, on s'est dit bon, il y a eu des tensions à la fin du procès. Est-ce que c'est pour ça? Puis moi, un des avocats m'a dit il y en a un qui va en cabane. Donc très vite, on a compris qu'il y en avait un qui allait être déféré et très vite, Adama a été appelé à la barre et on a compris, on a su qu'il allait tout de suite retourner en prison. Donc c'était un moment un peu intense, bien sûr. Il y avait des membres de sa famille, je crois qu'il y avait son épouse, quelques pleurs évidemment, et bien sûr, c'était un moment un peu particulier. Il y a 3 semaines, vous aviez déjà assisté au procès, aux audiences. Vous nous confiez avoir été beaucoup plus impressionné par la défense, l'art de leur rhétorique, qui vous avait plutôt convaincu, que par les 2 procureurs. Je cite ce que vous avez dit, un peu scolaire. Est-ce que ce verdict, ce jugement plutôt, ce jugement vous surprend ? Il est sévère, tout le monde s'accorde à dire qu'il est sévère. Après, le fait qu'il soit reconnu coupable ne me surprend pas. Moi, je parlais aussi de la forme. Sur le fond, il y a des choses qui peuvent ne pas se discuter. C'est sûr que les avocats étaient brillants. Ils ont mis en avant des points du dossier qui laissent à supposer que tout n'a pas été bien fait dans ce dossier au niveau de l'enquête. Et c'est vrai que au niveau des procureurs, c'était laborieux, très laborieux même. Pour autant, après, il y a un juge qui est là pour prendre une décision, et le juge a été plus sévère encore que les réquisitions pour certains des prévenus. Donc, je suis pas surpris qu'ils aient été reconnus coupables, mais je continue à dire que oui, lorsqu'on a assisté au procès, on peut constater qu'il y a des zones d'ombre importantes. Le 4 décembre, dans l'Équipe du soir, vous avez utilisé une formule pour résumer cette affaire, je vous cite, assez complexe. Par cette question, y a-t-il 2 affaires dans cette affaire Pogba, c'est-à-dire Sébastien ? En fait, déjà, je comprends que pour le grand public, quand on n'est pas le nez dans le dossier, c'est très compliqué en fait de suivre. Il y a beaucoup de protagonistes, on s'y perd. Évidemment, tout le monde est obsédé par Mathias Pogba, le grand frère, sur lequel on met à peu près tout. Or, c'est beaucoup plus complexe que cela. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est lui qui a la peine la moins lourde. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que les gens qui aujourd'hui ont été reconnus coupables par la justice française ont monté la tentative d'extorsion, ou est-ce que il voulait simplement continuer à toucher un peu d'argent de la part de Paul Pogba, qui lui avait décidé de ne pas honorer sa promesse de leur donner un peu de sous.
Voilà, alors là c'est très différent, c'est-à-dire qu'on est sur des sommes de 15 000, 20 000 euros, 100 000 euros maximum. Voilà. Ou est-ce que c'est eux qui voulaient lui soutirer 13 millions d'euros? Voilà, c'est ça la question. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a 2 braqueurs qu'on n'a jamais retrouvés. Donc, qui sont ces braqueurs? C'est une zone d'ombre qui ne sera jamais, à mon avis, élucidée. Paul Pogba n'a pas assisté à son procès. Je rappelle, hein, c'est son droit. On avait fait beaucoup de débats pendant le procès. Il est actuellement en recherche de club. Est-ce que c'est un jugement, d'après vous, je vous demande une opinion, qui lui permet de tourner la page ou pas encore? Non, non, parce que va y avoir un procès en appel. Je pense que tous les hommes condamnés vont procéder à un appel. Donc il y aura forcément encore une étape judiciaire d'ici quelques mois. On me dit peut-être avant l'été, ça me paraît rapide, mais c'est possible. Ils essayent d'aller vite désormais pour ces choses-là. Donc c'est pas terminé. Et de toute façon, encore une fois, son absence sera encore mise en avant. C'est son droit. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné. C'est lui la victime, évidemment, mais dans la mesure où, au cours de ses dépositions, il a parfois manqué de clarté, et en tout cas, dans ses déclarations successives, il n'a pas toujours été cohérent, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit la même chose devant les policiers italiens, ensuite devant les policiers français, ensuite devant... lors d'une confrontation, forcément, les avocats des gens qui sont aujourd'hui reconnus coupables par la justice s'appuient là-dessus et voudraient absolument qu'ils soient là pour s'expliquer, en fait. On prend un petit peu de hauteur. Est-ce que ce procès nous donne l'occasion, nous qui aimons le sport, nous qui chroniquons le sport, ça nous renseigne, ça nous donne des éléments de compréhension sur l'entourage, on va dire, des stars du sport, ou en tout cas des sportifs professionnels, et leur entourage. Bref, Paul Pogba, est-ce que c'est un cas isolé ou il y a des répliques dans le monde du sport et dans le monde du foot, Sébastien? Ce n'est pas un cas isolé. Je pense que beaucoup de gens autour de la table ici présents le savent et ont pu connaître des histoires. Après, ce n'est pas non plus une généralité. Il y a aussi des joueurs qui savent très bien s'entourer, qui parviennent à conserver des liens amicaux avec des amis d'enfance et à s'entourer de manière professionnelle sans qu'il y ait de soucis. Mais bien sûr que c'est un sujet important. Il y a des affaires de tentatives d'extorsion sur plusieurs joueurs. Il y a eu du chantage effectué. Je rappelle souvent cette anecdote. Je donne jamais son nom évidemment, mais il y a un champion 2018 à qui on a mis une fille dans les pattes, pardonnez-moi l'expression, un jour, et puis il se trouve que cet homme-là était marié, il y a des voyous qui sont allés le faire chanter, et il se trouve que ce footballeur-là a payé. Donc voilà, des histoires comme celle-ci, on en connaît, il y en a, c'est pas tout le monde, loin de là, mais ça existe, bien sûr, le grand banditisme arrive dans le football, c'est tout à fait logique vu les sommes qui existent. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. À vous. Très bonne soirée. Merci. Et les relations toxiques, et on s'est quitté un peu là-dessus, je voulais prolonger le débat avec vous, cher chroniqueur, entre un footballeur et son entourage. Hervé, vous avez 2 histoires, on va dire, à nous raconter. Je vais vous les nommer. Il y a Emmanuel Eboué, le joueur de Côte d'Ivoire, hein, qui a joué notamment à Arsenal. Et puis il y a Emmanuel Adebayor, qu'on connaît bien, qui a évolué à Monaco, à Metz et tout. Vous voulez commencer par quelle histoire? Moi, je pense que la plus symbolique, j'allais dire, c'est Emmanuel Adebayor. Alors c'est lui qui a raconté cette histoire-là, donc je n'ai pas fait d'enquête pour savoir tout ce qui s'était passé, évidemment. C'est que son frère, même mère, même père, dit-il, et qui est décédé malheureusement depuis, avait envoyé une lettre au Real Madrid, à l'époque où il était au Real Madrid, pour dire il faut arrêter son contrat, en gros, il faut le virer. Et donc Florentino Pérez reçoit la lettre et demande à Emmanuel Adebayor de venir le voir. Et quand Adebayor voit ça, il fond en larmes. Il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, il a eu toujours des problèmes avec son entourage familial, justement parce qu'il avait des espèces de chantage permanent. Alors il a fait beaucoup, faut se rendre compte ce que Emmanuel Adebayor a fait pour toute sa famille. Et avec sa mère, ça a complètement cassé pendant un moment parce qu'elle n'arrêtait pas de balancer des trucs sur lui, il donne pas d'argent, il fait pas ci, il fait pas ça. Alors qu'à côté de ça, comme il l'expliquait justement dans une interview, il dit ma mère, elle avait beaucoup d'argent, tout était payé, je lui faisais tout, elle avait chauffeur, cuisinier, électricité gratuite, rien. Et elle prenait à peu près 15 000 euros par mois. Et elle voulait 15 000 euros par mois. Et je dis, mais attends, 15 000 euros, je ne vais pas donner autant que ça. Alors ça a cassé. Elle menaçait toujours de déclarer à la presse, en fait, Adebayor nous laisse tomber, il ne nous fait rien. Alors qu'en fait, il donnait quasiment la plupart des choses pour toute sa famille. Il l'a quand même fait venir en Angleterre à un moment. Et comme il l'a dit, elle a fait à peu près tous les hôpitaux possibles pour essayer de la remettre en forme. Et quand elle est retournée au pays, comme elle n'était pas très contente, elle a encore remis une couche en expliquant qu'en gros, il n'avait rien fait pour lui. Donc à un moment, c'est tellement allé loin, cette histoire-là, avec des histoires, bon,
souterraine encore un peu plus importante, qui fait qu'à un moment, il voulait même casser les ponts avec sa famille, tellement c'était douloureux. Alors aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'est, parce qu'il a toujours dit quand même c'était ma mère, je ne sais même pas si elle est encore vivante ou pas, mais il a toujours dit c'est ma mère, donc ça reste ma mère. C'est pour ça qu'il a toujours quand même, pendant très longtemps, en dépit de tout ce qu'on disait de lui et tout ce qu'il pouvait entendre, il a toujours tenté d'aider, et je ne vous raconte pas la famille, etc., qu'il a donné. Il s'était confié à Olivier Dacour, notamment dans cet excellent reportage. Il disait que parfois il s'était réveillé avec un couteau sous la gorge et qu'il était effectivement menacé par... il parlait de sa maman, il parlait de sa sœur, notamment dans le reportage. Et Olivier Dacour, c'était Ma part d'ombre, je crois. Il avait justement mis en lumière des histoires atroces, et Adébayor était extrêmement touchant. Adébayor, c'est très touchant. Parce qu'il avait vécu l'horreur absolue par les plus proches. D'Emmanuel Adébayor et Emmanuel Eboué, c'est aussi un lien familial ou non? C'est un entourage plus large. J'allais dire un peu plus large, parce que on a toujours dit qu'effectivement, c'est parce qu'il a eu un divorce douloureux et que ça l'avait complètement séché. Bon, c'est un peu plus large que ça, un peu moins facile à comprendre. C'est-à-dire qu'aussi, d'après certains de ses coéquipiers, à une époque, il avait un pasteur. Et vous savez, les pasteurs, en général, ils sont capables de vous réclamer pas mal d'argent. Donc, au bout d'un moment, quand vous donnez, et que vous donnez à peu près tout ce que vous avez, vous vous retrouvez sur la paille. Et il s'est retrouvé, Emmanuel Eboué, qui est quand même un très gentil garçon, il s'est retrouvé dans de telles difficultés qu'à un moment, il avait songé à se suicider. Donc, oui, bien sûr. Le directeur de conscience... C'était allé très loin. Oui, c'était allé très loin. Le directeur de conscience était payant. Oui, mais vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de directeurs de conscience, à tout niveau, qui prennent beaucoup d'argent à certains joueurs. Et ça, justement, c'est très, très toxique comme relation, parce que, mine de rien, il y a une forme de croyance. On se dit qu'effectivement, ils vont vous aider dans votre carrière, mais parfois, ils ne vous aident pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour Eboué, ça aurait pu se finir très mal. Dave, votre histoire, vous ne voulez pas dévoiler le nom, mais c'est votre droit. Elle est si dérangeante que ça. Vous nous la racontez? Oui, il s'agit d'un gros talent du football français qui a eu très jeune des gros émoluments, qui fait partie de ces joueurs très jeunes qui ont été vraiment payés grassement, et dont le papa a commencé à réclamer une part. Alors je ne sais pas sur quelle base, mais c'est monté très très haut. Il y a eu menace auprès du conseiller. Ça a mis un tel bazar que lors d'un rassemblement en équipe de France, il a fallu que la sécurité intervienne aux portes de Clairefontaine pour empêcher le papa de pénétrer et d'aller demander des comptes à son fils. C'est vraiment allé très très loin, et ça a vraiment perturbé la suite de sa carrière, alors que c'était un talent immense. On revient à Clairefontaine avec vous, Greg. Non, j'en avais une autre sur le... Ah, vous en avez une autre? Oui. Eh ben, remettez-la. Parce qu'il me l'avait dit en interview, c'était Yann M'Vila qui a eu aussi des émoluments très, très... Et en fait, il était obligé, il était viré le 28 du mois. Et il était obligé le 27 du mois à 23h59 de retirer tout son argent. De retirer son argent, sinon son père passait à minuit 5. Ah ouais. Ah oui, il me l'a expliqué. Alors ils se sont réconciliés, ça a mis le temps, et c'était d'ailleurs l'interview qu'il donnait, c'était dans cette démarche-là. Mais sinon à minuit 5, il était siffonnné. Mais c'est quelque chose de mais la scène, je l'avais lu moi de cette interview. Voilà, excellente. C'était frappant, c'est incroyable. On connaît bien. Donc après on les juge en disant ils sont ci, ils sont ça. Non, mais c'est pas simple. Greg, vous voulez nous raconter une histoire et boucler la boucle avec Paul Pogba. On est en mars 2013, il fait ses débuts en équipe de France. Et en fait, il est arrivé à Clairefontaine. C'est le seul qui a fait ça. Il est arrivé avec son agent en fait, et il a dit mon agent il rentre. Et alors le staff de l'équipe de France a dit c'est les marchands dans le temple, tu vas pas mettre un agent dans le... L'agent c'est qui? C'est Mino Rayala ou Walid Tanazevski? C'est Walid Tanazevski. D'accord. Okay. Il a dit mon agent il rentre. Donc je me souviens à l'époque c'est l'attaché de presse de l'équipe de France qui dit on fait pas comme ça et tout ça, mais lui en fait avait aucune conscience du côté choquant que ça pouvait avoir. C'est le loup dans la bergerie, c'est tout ce que vous voulez. Vous imaginez à Clairefontaine avec les gamins. Mais Pogba paramétrait pas ça. Il était comme ça. Pogba, le procès, mais Pogba également, l'actualité, c'est un transfert, puisqu'il est à la recherche d'un club. Alors le buzz cette semaine, et depuis déjà quelques semaines, c'est Pogba à l'OM. Hier, déclaration d'amour qui a duré 3 minutes. On a eu une discussion avec, on va l'appeler le flic gentil, Pablo Longoria. Là, ce soir, on en scène du flic méchant à l'OM. C'est Mehdi Benacer. Il a mis un petit coup de frein dans le dossier chez nos confrères d'RMC. À la question, est-ce qu'il peut venir cet hiver? Il répond, aujourd'hui, il faut faire attention aux équilibres. On a
des joueurs très performants au milieu. Et puis il parle de l'état de forme de Paul Pogba. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons avec des problèmes physiques, son corps l'a pas mal lâché. Est-ce que l'OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et qu'il faut attendre 6 mois? Il faut savoir si c'est un réel besoin. Et il termine en disant que ce sont des discussions qu'ils auront cette semaine. On va se voir avec Pablo et le coach après le dernier match pour regarder ce qu'on peut faire. On a beaucoup investi en juin. Il y a une équipe qui tourne, des joueurs très performants. On verra les moyens qu'on a s'il y a des départs. C'est le chaud et le froid, en 24 heures chrono. Oui, mais Benassia aussi se place dans la position du joueur, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est très important, parce que lui était joueur. Plutôt dans la position du directeur sportif. Non, il n'y a pas ça. C'est que qui sont déjà à l'OM. Parce que quand vous dites « Oh, Pogba, je le veux », ça veut dire qu'il va bien falloir enlever quelqu'un au milieu de terrain. Ça, c'est un fait. C'est ton Rongier, c'est ton Rochebert. Alors, les gars, ils se regardent dans le vestiaire et disent alors, on n'arrête pas de nous dire qu'on est super bon au milieu de terrain, ce qu'il vient de faire. On dit mais on a des super milieux. Même s'il est d'accord, imaginons qu'il soit d'accord avec Longoria, il est obligé d'avoir ce discours-là. Parce qu'à un moment, c'est le yin et le yang. Donc Longoria, c'était un discours pour le supporter hier, et aujourd'hui, c'est pour le vestiaire. Voilà, d'une certaine manière. D'accord, ok. Parce que je pense quand même qu'ils discutent entre eux, quand même, tous les deux. Il n'a pas besoin de venir à la radio ou à la Oui, télé. il n'y en a pas un qui prend la parole sans que l'autre soit au courant. D'ailleurs, Mehdi Benassia l'a dit, il y aura une réunion demain avec Pablo Longoria. Cette semaine. Cette semaine Cette semaine. Cette semaine.